Et donc bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ce Midi de l'UR du mois de mai 2026. On est à un mois du congrès régional et de la parution du livre L'entreprise de demain existe depuis hier. Et nous accueillons aujourd'hui Maxime Kijou qui a co-dirigé cet ouvrage collectif avec Timothée Duverger. Alors, si vous avez toujours eu le sentiment de faire partie d'un tout qui est plus grand que vous et que votre coopérative, sans arriver à mettre le doigt dessus, ou si vous recherchez à approfondir votre connaissance de l'histoire, dans laquelle vous vous inscrivez, ben, ce webinaire, ce mois-ci, il est fait pour vous parce que aux origines de la coopération, c'est un webinaire qui se penche sur l'histoire du mouvement coopératif, ses aspérités bien connues, ces grandes marques, comme ces parts d'ombre que seul un travail de recherche très assidu peut porter à la connaissance du plus grand nombre. Ça tombe bien parce que ce mois-ci, Maxime Kijou a accepté d'intervenir auprès de nous. Il est chargé de recherche au sein du LISE, le laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique au CNRS, et en a fait un sujet de prédilection dans son travail. Vous pouvez vous référer à ces nombreuses publications ces dernières années. On les a répertoriées dans le mail d'invitation, mais je le remettrai dans la conversation un peu plus tard, pour voir un petit peu l'ensemble de ces productions. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir accepté de prendre ce temps, alors que tu es plongé dans un travail assez dense de préparation de ton habilitation à diriger les recherches, qui porte justement sur le moment coopératif. Je t'ai demandé de nous parler des origines de la coopération des travailleuses pour saisir les différences qui nous en séparent aujourd'hui et ce qui, malgré tout, fait l'unité du mouvement coopératif. Après ton propos introductif, on aura donc un temps de questions-réponses, soit avec les micros ouverts ou via la conversation. Et je pourrai en lire les questions si elles sont posées dans le chat. Je vous proposais une conclusion concernant ce Midi de l'UR avec le livre et les prochains événements qui nous concernent à l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour l'heure, merci Maxime d'avoir bien voulu intervenir auprès de nous. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicolas pour cette invitation. Merci à vous de prendre sur votre temps du déjeuner pour écouter cette intervention. Alors donc, comme l'a précisé Nicolas, ça fait quelques années maintenant que je travaille sur la CGScope, sur les unions régionales, sur le mouvement lui-même et pas tant sur les entreprises, puisqu'on a eu déjà beaucoup d'enquêtes sur les entreprises. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la manière dont on défend la cause coopérative de production en France. Et c'est pour ça que je me penche à la fois sur une dimension contemporaine, sur la manière dont la CGScope, la cause coopérative est défendue aujourd'hui, mais aussi en fait comment elle a été défendue par le passé, puisqu'en fait en commençant à fouiller un peu dans les archives, je me suis aperçu en fait qu'il a existé en fait des acceptions, des visions complètement différentes de celles d'aujourd'hui par le passé, et ce qui m'a en fait entraîné dans une quête, si je puis dire, de connaissance, de compréhension de ce qu'a pu être en fait la cause coopérative par le passé. Alors aujourd'hui, c'est assez simple et c'est connu. Moi, c'est ça qui m'intrigue et qui m'amuse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, les principes coopératifs apparaissent complètement naturalisés, une personne, une voix. Le partage des bénéfices, le partage du pouvoir, l'élection du gérant, pardon, l'élection du gérant ou du président ou du directeur général ou les deux. Tout ça, ça nous semble complètement évident, presque inquestionnable. Et puis on se dit, bon, bah voilà, comme, c'est presque force de tradition. Ça a toujours existé, ça a toujours été comme ça. Et alors qu'en réalité, tout le fonctionnement des coopératives aujourd'hui sont le produit non seulement de lois, qui sont elles-mêmes le produit d'engagements politiques. Alors il y a la loi de 47 qui détermine l'ensemble en fait des pratiques coopératives de l'ensemble des entreprises coopératives, que ce soit coopérative agricole comme de la coopérative de la SCOP ou de la SIC. Et puis progressivement en 78, on a précisé en fait ces principes expressément pour les sociétés coopératives et participatives en fixant des critères un peu plus clairs et un peu plus contraignants, notamment sur le partage des bénéfices et la mise en réserve impartageable, qui sont devenus
comment dire, des principes complètement intégrés aujourd'hui, en fait, pour vous, hein, les actrices et les acteurs des sociétés coopératives. Or, on s'aperçoit, en fait, en allant un peu dans l'histoire, que tout ça sont donc des principes très, très contemporains et qui n'avaient pas du tout lieu, en fait, jusque dans les années 70. En fait, l'idée de mon topo, c'est pas de refaire toute l'histoire comme j'ai déjà pu le faire d'ailleurs en présent aujourd'hui bah, dans ce même espace qui est le webinaire, hein. Donc, il y a un webinaire qui a déjà été enregistré où j'avais un peu retracé l'ensemble de l'histoire du mouvement. Mais aujourd'hui, je vous propose justement sur l'invitation de Nicolas de revenir en fait à la genèse, aux origines, hein. Je bosse actuellement maintenant depuis quelques années sur l'histoire du mouvement, sur sa création, pour essayer bah, simplement déjà de donner à connaître et à documenter un peu cette histoire qui est un petit peu connu si vous vous intéressez à l'histoire. Il y a surtout François Espagne, un ancien secrétaire général qui a beaucoup écrit sur le mouvement. Euh, alors, c'est des travaux précieux, hein, mais qui, du coup, lui-même ayant été secrétaire général et n'étant pas historien, il a parfois, peut-être, sans doute, omis quelques détails ou voilà, et puis ça avait vocation à être vulgarisé. Mais en dehors de François Espagne, en réalité, il n'existe aucun travail historique sur le mouvement. Il en existe des centaines, des dizaines sur la CGT, sur la CFDT. Alors vous me direz, bon, c'est pas une comparaison forcément très effective, mais encore que si on considère que la CGSCOP fait partie du mouvement ouvrier, ou en tout cas du mouvement social, ou en tout cas du mouvement des entreprises, ça dépend vraiment comment on se situe. Je pense que ça se situe un peu sur tous ces tableaux-là. Euh, il aurait été normal en fait d'avoir au moins un article ou un ouvrage sur cette histoire. Et il y en a eu. Il y a eu une thèse en 1989, mais qui est restée au fin fond d'une bibliothèque. Précédemment, il y avait eu un livre en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un détail, qui également faisait un peu la présentation du mouvement. Et ensuite, l'ouvrage majeur, il date de 1924 et qui ne traite pas simplement de Jean Gaumont, il s'appelle, hein. C'était aussi un acteur de la coopération de l'époque, qui ne traite pas simplement des sociétés coopératives ouvrières de production, mais de l'ensemble du mouvement de coopération de France. Donc voilà, gros chantier, puisque je ne peux pas m'appuyer sur des pistes ou déjà des petits travaux accumulés. Gros chantier aussi parce que en fait, les archives sont très rares. C'est surtout des journaux et principalement le journal de l'association ouvrière qui est l'ancêtre de le journal que vous connaissez aujourd'hui qui s'appelle Participer, qui a eu plusieurs existences, plusieurs noms depuis 140 ans, mais le journal, l'Association ouvrière, est le journal donc de l'ancêtre de la CGSCOP. La CGSCOP, au départ, quand elle naît en 1884, elle s'appelle la Chambre consultative des associations ouvrières de production et elle change de nom qu'en 1937. D'accord? Elle se voilà, décide de changer de nom en 1937 suite euh, au mouvement de 36, mouvement de grève et à l'arrivée du Front populaire. La CGT devient extrêmement forte à la suite de 36 et dans un effet de mimétisme et de tentative aussi de bénéficier de l'aura de la CGT, la Chambre consultative décide de se transformer en CGSCOP en 1937. Mais venons-en sans doute au sujet. Euh, Comment naît en fait la CGSCOP à la fin du 19e siècle? La CGSCOP, comme je vous le disais à l'instant, elle naît le 26 novembre 1884, donc on a fêté les 140 ans il y a même pas 2 ans. Et au départ, on pourrait se dire que, et c'est comme ça qu'a été souvent présenté les rares histoires du mouvement, comme la réunion d'un ensemble de coopérateurs qui voulaient bah, voir l'existence d'une organisation qui permettrait de promouvoir en fait la cause coopérative. Effectivement, c'est un peu le cas. Sauf que quand on s'intéresse en fait, bah, quand on travaille sur les archives, on s'aperçoit assez vite que si le mouvement vient effectivement d'une vingtaine de coopératives parisiennes, elle est surtout le produit d'une volonté politique d'en haut. Pourquoi? Puisque à partir des années 1880,
c'est un peu technique, je suis désolé, mais le contexte politique change et ce sont les républicains qui, après une décennie de république, de retour à la République, arrivent enfin au pouvoir. Or, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ces républicains, ce qu'on appelle les républicains radicaux, républicains modérés et républicains radicaux, c'est-à-dire est-ce qu'on offre plus de citoyenneté aux Français ou est-ce qu'en plus de cette citoyenneté, on leur donne aussi une dimension sociale à nos politiques. Donc ces républicains, qu'ils soient modérés ou radicaux, arrivent au pouvoir en 1880 et ils ont affaire à deux grands problèmes quand ils arrivent au pouvoir en 1880. D'un côté, les monarchistes qui sont toujours extrêmement puissants, même s'ils sont en perte de vitesse depuis le milieu des années 1870, mais qui restent quand même un peu tapis dans l'ombre avec cette volonté toujours de vouloir en finir avec la République et de rétablir la monarchie. Donc ça, c'est un problème. Et ils ont un nouveau problème, les républicains, c'est la montée en fait des socialismes qu'on va connaître au cours du XXe siècle. Les socialistes, si je puis dire, réformistes, mais bon, réformistes à l'époque, c'est quand même être dans des positions relativement radicales, hein. On pense à Jean Jaurès. Alors Jean Jaurès, aujourd'hui, on le conçoit comme un réformiste un peu à la sauce, si je puis dire, fin 20e, début 21e siècle, mais quand même, Jean Jaurès, c'est certes quelqu'un qui est très attaché à la République et au processus démocratique, au vote, etc., qui n'est pas du tout révolutionnaire, mais sur le fond, qui est très proche du marxisme et du socialisme tel qu'il est pensé à la fin du 19e. Et surtout, à côté, on a ce qu'on n'appelle pas encore les communistes, mais les collectivistes, qui sont menés par Jules Guesde, qui est un proche de Karl Marx, et qui entendent vraiment renverser la République, considèrent les républicains comme des complices de la bourgeoisie et qui entendent vraiment mettre un terme en fait à la République française pour instaurer, bon, alors c'est pas encore le terme de l'époque parce que le marxisme n'est pas encore très très bien diffusé, mais la dictature du prolétariat et mettre en place un régime communiste. Donc, mais ça, on est vraiment dans les balbutiements de cette époque politique. Sauf que les collectivistes, les socialistes, les révolutionnaires en tout genre, on a aussi l'arrivée des anarcho-syndicalistes qui vont créer la CGT, sont vraiment dans des velléités révolutionnaires très très fortes. Il y a beaucoup d'instabilité dans un contexte social très délétère, puisqu'en fait les inégalités explosent à cette époque-là. Et les républicains qui arrivent au pouvoir se disent, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on arrive à faire en sorte de à la fois mettre à l'écart les monarchistes, mais aussi surtout de contenir les montées révolutionnaires. Et la solution qu'ils vont trouver, une des solutions, ça va être de favoriser un type d'entreprise que sont les associations ouvrières de production. Alors, ces associations ouvrières de production, elles ont un lien historique avec le mouvement républicain. Alors, pas tant de la Révolution française qui a tendance plutôt à les exclure, mais plutôt à la Seconde République 1848, qui, grâce à l'action de Louis Blanc, qui est un journaliste et un député français, vont connaître une véritable existence, la première existence institutionnelle, une première reconnaissance de l'État. Donc, et qui est un républicain, alors républicain socialisant, socialiste, bon, mais surtout un républicain, et qui va développer une première liaison, si je puis dire, une première alliance qui va être finalement relancée à partir des années 1880. 1880, les républicains au pouvoir, certains notamment, on pense surtout à Pierre Valdez-Crousseau, Pierre Valdez-Crousseau qui est aussi celui qui va légaliser le syndicalisme et qui va être le créateur de la loi de 1901 sur les associations. Donc on voit bien qu'il y a une continuité, un continuum en fait de projets qui consiste en fait à institutionnaliser le plus possible un ensemble de mouvements sociaux pour le dire vite. D'accord? Si je vais trop vite, vous me dites, hein. Nicolas, ça va? D'accord, très bien. Euh, Ça va, ça va. Très bien. C'est qu'il y a beaucoup de choses à dire en peu de temps, donc j'essaye voilà, de ne pas perdre trop de détails. Euh, l'idée pour les républicains de l'époque est de faire en sorte de trouver une parade, une alternative à ces poussées révolutionnaires qui sont extrêmement fortes et qui s'affirment à la suite d'une série de congrès ouvriers qui ont lieu à la fin des années 1870. Et au terme de ces trois congrès ouvriers,
l'associationnisme ouvrier de production, type coopérative de production, qui était en fait un peu la principale revendication du mouvement ouvrier, est complètement balayé par les collectivistes et qui, du coup, menace l'existence même du principe de coopération de production au niveau national. À ce moment-là, donc, les républicains décident de soutenir, donc par le haut, l'existence des associations ouvrières de production. Donc, comment ils vont procéder? Ils vont procéder au départ au niveau local, au niveau de la capitale. C'est là où, en fait, on retrouve la plupart des coopératives, si je puis dire, de l'époque. Elles sont principalement du bâtiment, hein. C'est des plombiers zingueurs, c'est des couvreurs, c'est des maçons, c'est des charpentiers. Les charpentiers de Paris qu'on connaît aujourd'hui étaient là au moment de la fondation de la Chambre consultative. Ces gens-là font partie de l'aristocratie ouvrière, donc ce n'est pas du tout le prolétariat type germinal, hein, auquel on a affaire, hein. Donc se retrouvent aussi dans des espaces politiques souvent proches, notamment républicains. Et donc, ils bénéficient à ce moment-là de l'arrivée d'un préfet qui s'appelle Charles Floquet, et qui décide, un préfet républicain qui a connu l'expérience de 1848 et qui décide en fait de transformer, alors attendez, j'ai pas noté exactement le terme, le règlement du cahier des charges générales des travaux de la ville de Paris. Et donc, en fait, il va transformer ce cahier afin de faciliter euh, le concours des associations ouvrières de production au marché public de la ville de Paris. Ils avaient plusieurs difficultés. Le premier, c'est qu'ils devaient payer ce qu'on appelle un cautionnement. Un cautionnement, c'est un peu comme une caution, si vous voulez, d'ailleurs le terme est proche, et qui consiste en fait à verser au début d'un chantier une certaine somme pour s'assurer que le travail sera vraiment réalisé. Si le travail n'est pas réalisé, on retient cette somme. Sauf que pour des petites associations ouvrières de production, c'est extrêmement compliqué de réunir cette somme pour pouvoir candidater au marché public. Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième, c'est que souvent, les marchés publics sont en lots. Et les lots sont très difficiles d'obtenir pour de petites associations ouvrières qui se positionnent sur un secteur d'activité, sur une tâche particulière. Et Là, on est à enfin, quelle époque à peu près? On est dans on est les années 1880 ou 70? 1881-82. Donc on est vraiment toujours dans cette petite fenêtre, hein, juste avant 1884, la naissance de la Chambre consultative. Et, et donc, en fait, on va lever ces obstacles, on va dire, on va faire en sorte que le cautionnement ne soit plus obligatoire pour les associations ouvrières de production. Et en fait, on va casser les lots pour, en fait, finalement, permettre aux associations ouvrières de production de se positionner simplement, je vous dis n'importe quoi, sur la peinture ou sur la couverture de toit, etc. Et que plus que ce soit un grand package de marché public. Ça va les aider dans un premier temps, mais ça va être insuffisant. Euh, il va avoir un autre acteur qui va intervenir. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Pierre Valdez-Crousseau, qui très vite, en fait, va être partie prenante de ce rassemblement et de la promotion des associations ouvrières de production. Dès 1882-83, il va mettre en place, alors il est nommé euh, ministre de l'Intérieur. Alors, ministre de l'Intérieur, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui, hein. Il n'existe pas de ministère du Travail à l'époque. D'ailleurs, le ministère du Travail va être une revendication, une conquête sociale, ça on l'a aussi oublié, de la part d'une partie des républicains de l'époque, puisqu'il existait le ministère du Commerce, mais il n'existait pas du ministère du Travail. Et que par définition, ça aussi on l'a un peu oublié, le ministère du Travail s'occupait du travail, donc des travailleuses et des travailleurs. Bon, voilà, il n'existe plus de ministère du Travail. D'ailleurs, aujourd'hui, sous Macron, je referme la parenthèse. Euh, en tout cas, il n'existait pas à l'époque et c'était le ministère de l'Intérieur qui s'occupait du ministère du Travail. Donc, à ce titre-là, et de plein d'autres choses d'ailleurs à l'époque, Pierre Valdec-Rousseau décide de mettre en place une commission extra-parlementaire qui permettra en fait de recueillir un ensemble de dépositions ouvrières, d'associations ouvrières de production, afin de mieux connaître leur réalité et également de pouvoir rassembler leurs revendications et d'en faire en sorte. Alors, au départ, il y avait un projet de loi, mais aussi d'essayer de leur
d'obtenir des facilités de la part de l'État en fonction de ses revendications. Pendant quelques mois, alors ce document, il est accessible en ligne, hein, je vous invite à aller le consulter. Ça s'appelle la Commission extra-parlementaire sur les associations ouvrières de production. C'est vraiment un document magique parce que vous avez plein de témoignages en fait des associations ouvrières de production de l'époque. Et c'est vraiment fascinant de savoir comment elles fonctionnent. Et là, on découvre finalement qu'il existe plein de modalités différentes, des modalités très égalitaires, des grandes coopératives qui sont parfois à plusieurs centaines de salariés, et à l'inverse, des coopératives de type beaucoup plus verticales et corporatistes comme celles qui composeront la Chambre consultative. Cette commission extra-parlementaire, elle est pilotée par un proche de Pierre Valdez-Crousseau, qui est très important de mentionner, qui s'appelle Jean-Joseph Barberet. Alors Barberet, c'est un proche de Valdez-Crousseau. On dit qu'ils ont partagé une chambre étant étudiants. Barberet, c'est quelqu'un de très connu à l'époque parce que c'est quelqu'un qui va vraiment s'opposer aux collectivistes en défendant une ligne très syndicale et très corporative. Alors c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, quand on dit syndicale et corporative, on peut penser par exemple à grève et opposition. À l'époque, être syndicaliste, pro-syndical et pro-corporatiste, c'est absolument le contraire. C'est-à-dire qu'on considère la grève comme un échec et qu'il faut absolument promouvoir les chambres syndicales, les organisations syndicales, afin qu'elles puissent avoir des interlocuteurs capables de négocier avec le patronat et avec l'État. Donc on est vraiment dans une configuration un peu différente et la chambre syndicale pour Barberet est considérée comme le marchepied de la création d'associations ouvrières de production. Barberet, il a vraiment cette idée-là de dire on va réunir les gens sur des bases corporatives, ils vont commencer à se former à la réflexion sur leurs conditions de travail, leur salaire, etc. Et dans un second temps, ça va pouvoir appeler à la création d'associations ouvrières de production, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir commercialiser, s'autogérer, si vous voulez, et vendre leurs produits indépendamment d'un patron ou d'un intermédiaire. Donc Barberet s'occupe de cette commission extra-parlementaire et d'une certaine manière, c'est un peu l'homme de l'ombre, si je puis dire, de Valdez-Crousseau dans tout ce travail-là de syndicalisme, de légalisation du syndicalisme et de la création de la Chambre consultative, puisque le 21 mars 1884, la légalisation du syndicalisme est votée en France. L'idée de départ, c'est exactement celle que je vous dis. Ce n'est pas du tout de doter des organisations qui vont organiser la révolution en France. C'est tout le contraire. C'est de faire en sorte qu'on réunisse, qu'on permette à tout un ensemble de professions de pouvoir se réunir sur des bases corporatives afin de pouvoir négocier avec le patronat ou avec le gouvernement. Mais surtout, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert dans les archives qui m'a beaucoup étonné, la légalisation du syndicalisme est pensée comme un marchepied pour créer les associations ouvrières de production. C'est pourquoi, alors même que la commission extra-parlementaire n'est pas encore terminée, Valdez-Crousseau, avec Barberet en backup, si je puis dire, pousse les associations ouvrières de production qui se fréquentent un peu sur Paris à créer, euh, la chambre consultative des associations ouvrières de production. Donc, il y avait des velléités, si vous voulez, de certains membres de coopératives à créer une organisation, mais c'est vraiment Valdez-Crousseau et Barberet qui vont les pousser, qui conduit donc le 26 novembre 1884 à la création de la chambre consultative. Et pourquoi ils les poussent? Parce que dans leur esprit, c'est vraiment dans la continuité du syndicalisme qui va permettre finalement de développer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'associations ouvrières de production qui vont pouvoir concurrencer les projets collectivistes. On dit même que le nom de chambre consultative aurait été soufflé par Valdez-Crousseau lui-même. Donc vous voyez, l'interventionnisme, il est très très fort en fait, et du gouvernement et des républicains. Donc le 26 novembre 1884, la Chambre est créée. Au départ, elle est créée avec une vingtaine de dirigeants de coopératives qui vont se réunir, mais très vite, patatras, double crise, 1885, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grave crise économique qui touche la France et qui interrompt
on va dire, l'essor économique de ces quelques associations ouvrières. Et surtout, énorme problématique, c'est que Waldeck-Rousseau, le gouvernement chute et Waldeck-Rousseau décide de se retirer de la vie politique. Et il ne reviendra à la vie politique que une dizaine d'années plus tard. Donc, les associations ouvrières qui venaient à peine de créer la Chambre consultative se retrouvent complètement esseulées politiquement et dans un contexte économique complètement dégradé. Et ça va porter presque un coup fatal à la création de la Chambre consultative. De 1885 à 1889, la Chambre consultative, qui ne réunissait qu'une vingtaine d'associations ouvrières, est divisée par deux. Il n'y a plus que 10 membres au sein de l'association ouvrière de production. Il y a Jean-Louis Favaron, qui est le créateur des Charpentiers de Paris et qui est aussi l'un des grands dirigeants de l'époque, dira qu'ils sont quasiment passés à côté de la disparition de la Chambre consultative. Donc, qu'est-ce qui va sauver en fait tous ces gens-là? Eh bien, c'est toujours le même. C'est ce Charles Floquet dont je vous parlais tout à l'heure, qui était préfet donc de Paris, alors de la Seine on parle à l'époque, on prépare le préfet de la Seine. Et pourquoi le préfet de la Seine s'occupe de la mairie de Paris? Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. C'est qu'à la suite de la Commune de Paris, le gouvernement décide de supprimer la mairie de Paris parce qu'ils ont peur en fait voilà, que ça conduise en fait encore à une espèce d'autonomie politique qui conduirait en fait à créer des troubles à l'ordre public. Donc c'est l'État qui gère en fait la mairie de Paris pendant très longtemps. C'est pourquoi le préfet s'occupe de ces affaires-là. Charles Floquet n'est plus préfet de Paris, il est devenu ministre également, ministre de l'Intérieur et directeur du Conseil, président du Conseil. Donc il a une place très très importante. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'appliquer au niveau national, au niveau des marchés publics de l'État, ce qu'il a préalablement fait pour le territoire parisien. Donc il fait voter un décret dont j'ai évidemment oublié la date, 1888, le 4 juin, si mes souvenirs sont bons, 4 juin 1888, il fait voter un décret qui autorise, en fait, bah voilà, même esprit, on enlève le cautionnement pour les associations ouvrières de production, on divise en lots, et surtout, il introduit une dimension supplémentaire, c'est qu'à rabais égal, on privilégie les associations ouvrières de production. Donc, si vous avez deux entreprises concurrentes, eh ben, ça sera pour le même prix les associations ouvrières de production qui remporteront la mise. Ça va vraiment... Maxime, Ouais, pardon. excuse-moi, c'est quoi le cautionnement? Alors, le cautionnement, je l'ai peut-être un peu trop vite précisé tout à l'heure, c'est une somme que les associations ouvrières, les entreprises sont censées verser en début de chantier afin de s'assurer qu'ils procéderont aux travaux sur lesquels ils s'engagent. C'est comme une caution, si tu veux, quand tu es locataire. Sauf que c'est pour le domaine des marchés publics. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que les gens pourront nous le préciser. Mais en tout cas, c'est très compliqué parce que déjà que ces entreprises, que ces coopératives n'ont pas beaucoup de capital pour fonctionner, mais en plus du capital de fonctionnement, on leur demande de verser une somme au début afin que les bénéficiaires de leurs prestations puissent s'assurer de ces prestations. Donc le cautionnement est levé pour les associations ouvrières de production. On casse les lots pour justement permettre aux associations ouvrières de pouvoir se positionner sur des marchés plus petits. On autorise les accords de gré à gré, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de passer par des marchés publics en dessous de 50 000 francs, j'allais dire 50 000 euros, mais non, c'est 50 000 francs. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus simple pour les associations ouvrières d'obtenir des marchés sans le concours des marchés publics. Donc, on essaye de trouver tout un ensemble de modalités qui permettent en fait à ces associations ouvrières de pouvoir exister. Le contexte économique s'améliore également. Et là, d'un seul coup, c'est le décollage, c'est l'essor. On passe donc d'une dizaine d'entreprises à la fin des années 1880 à plus de 200 en 1900 lors du premier congrès de la Chambre consultative des associations ouvrières de production. Donc là, c'est l'explosion. Le décret de juin 1888 est généralisé pour l'ensemble des communes de France. Et ça va vraiment permettre un essor. Mais c'est un essor
qui est quand même relativement situé à Paris, un petit peu à Lyon, un petit peu à Bordeaux, mais c'est surtout Paris et Lyon. Mais ça, c'est historique, hein, depuis les canuts, etc. Il y a une base quand même ouvrière, politique et sociologique qui incline en fait vers ce type d'organisation. Donc là, c'est l'essor. On a des entreprises qui deviennent des entreprises, alors pas toutes, hein, mais de millionnaires. Les Charpentiers de Paris, alors il y a dans les archives, j'ai retrouvé une archive exceptionnelle qui est en fait un journaliste qui visite l'entreprise des Charpentiers de Paris et qui interroge Jean-Louis Favaron et qui est complètement, qui hallucine complètement en fait sur cette entreprise, hein. J'en parle un peu dans l'article. Alors je sais pas si vous avez accès à Kern, mais sinon je pourrais envoyer l'article en PDF si ça vous intéresse, dans lequel je reviens là-dessus et qui est complètement fasciné par cette entreprise où en fait les ouvriers sont des millionnaires, ils sont présentés comme des millionnaires. Et être millionnaire à l'époque, c'est presque être milliardaire aujourd'hui. Alors j'exagère sans doute un petit peu, mais vraiment, ils brassent des sommes complètement folles. Alors après, on est vraiment sur de la qualification extrêmement élevée. Ils vont avoir des chantiers extrêmement prestigieux, ils vont faire le théâtre des Champs-Élysées. Alors, j'ai plus la liste en tête, mais ils vont réaliser vraiment un ensemble de travaux tout à fait prestigieux. Alors, attendez, j'essaie de retrouver ça, si je le retrouve facilement. Oui, c'est ça. Hop, 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 hop. Non, c'est pas ça. Le Palais des Mines, le Palais des Congrès, le Grand Palais des Champs-Élysées. Bon, voilà, ils en font. Il y a une liste extrêmement impressionnante en fait des travaux qu'ils réalisent à l'époque. Et voilà. Mais donc, du coup, il y a vraiment certaines entreprises de l'époque qui vont connaître un essor tout à fait étonnant. Cet essor, il n'est pas qu'économique, il est aussi symbolique parce que les gens de la Chambre consultative, non seulement, alors, eux, leur objectif, c'est pas tant de combattre les collectivistes. Alors, si une certaine partie d'entre eux, c'est le cas, les plus politisés pour le dire vite, mais en réalité, eux, ce qui les préoccupe, et c'est ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en fait dans l'histoire de la coopération, y compris ces dernières années, parce que moi, ça fait une petite vingtaine d'années que je suis la CGSCOP, euh, c'est qu'à la suite de 1848, il y a tout un ensemble d'associations ouvrières de production qui, grâce à la Seconde République et grâce à Louis Blanc, sont créées et qui s'effondrent en fait après 1851, après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, mais aussi beaucoup parce qu'elles ont été mal conçues. Elles sont de très mauvais gestionnaires, elles s'effondrent, et du coup, ça jette l'opprobre sur le modèle lui-même de la coopération de production. Et en fait, l'objectif du côté des membres de la Chambre consultative, c'est de prouver que ces associations ouvrières font aussi bien, voire font mieux que les entreprises ordinaires. Elles souffrent d'une mauvaise réputation très forte, et c'est pour ça qu'elles s'adressent au marché public. Les marchés publics et le soutien politique des marchés publics est la seule façon pour eux d'obtenir des marchés, donc de vivre, mais aussi de prouver au reste de l'économie que, que leur modèle est un modèle crédible d'un point de vue économique. Et ça, c'est très très fort et ça va déterminer pendant très longtemps la marche, si vous voulez, de la Chambre consultative ouvrière de production. Puisqu'au départ, et je finirai peut-être là-dessus, je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, je peux peut-être, ou je peux encore peut-être un peu continuer, je ne sais pas. Mais ce qui, quand on regarde les archives, au moment de la création de la Chambre consultative, il y a un peu deux tendances qui s'opposent. Il y a une tendance, on va dire, si vous voulez, un peu militante, qui consiste à dire que l'association ouvrière de production doit se préoccuper certes d'économie, mais doit se préoccuper aussi d'autres enjeux, pour le dire très très vite, humanistes, avec l'idée par exemple du partage des bénéfices en ligne de mire, avec l'intégration des sociétaires au sein de l'association ouvrière et de l'autre, une ligne, on va dire, plus entrepreneuriale et qui consiste à dire on est là pour montrer qu'on est des entreprises un peu comme les autres, si vous voulez, et que, et que du coup, on va prouver par l'existence de notre chambre et par les marchés qu'on va obtenir qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on est
et qu'on est tout aussi efficace que le reste de l'économie. Or, vous connaissez bien les dangers d'un tel positionnement. Ce deuxième positionnement entrepreneurial, c'est le positionnement qui va gagner, si vous voulez, la bataille politique au moment de la naissance de la chambre consultative et qui va devenir très dominant euh, euh, et qui va non seulement devenir dominant parce qu'elle va obtenir des réussites commerciales qui vont les conforter dans ce positionnement-là. Et ça a un terme en fait en économie, c'est ce qu'on appelle l'isomorphisme institutionnel. Le fait que des organisations qui se considèrent alternatives ou opposées au modèle dominant adoptent finalement, pour des raisons d'efficacité, les pratiques du modèle dominant au risque de perdre ce pourquoi elles existaient au départ et ce contre quoi elles luttaient. Je ne sais pas si je suis très clair, mais à vouloir euh, courir derrière une certaine efficacité qu'on attribue finalement au modèle dominant, eh ben, on devient le modèle dominant, si vous voulez, d'une certaine manière. Et ça, c'est tout le drame, si je puis dire, qui s'opère au moment dans la chambre, au moment de la création de la chambre consultative, c'est qu'ils vont être omnibulés par la réussite commerciale, et la réussite commerciale, elle passe aussi par les expositions universelles, ils reçoivent plein de prix, etc. Et ils vont oublier en fait l'important, c'est-à-dire les principes et les pratiques. Et ça, c'est un grand drame parce que très vite, il ne fixe pas, alors, pas très vite, il ne fixe aucun principe ni pratique coopératif. C'est ça qui est tout le paradoxe de ce moment-là. C'est que la Chambre consultative, elle a pour principe unique de réunir simplement des ouvriers. Partage des bénéfices, on ne l'évoque pas. Alors la démocratie, je ne vous en parle même pas, c'est un non-sujet, ça n'existe pas jusqu'aux années 70, j'ai presque envie de vous dire. Et le taux de sociétariat non plus. Et très vite, forcément, sans contrainte, sans règles, sans normes, sans réflexion là-dessus, qu'est-ce qui va se produire? Ces grosses entreprises qui sont très, très performantes vont vite être accusés, notamment par les opposants socialistes, d'être des entreprises comme des autres, d'être ce qu'on appelle des cliques patronales, c'est-à-dire un petit collectif d'associés qui vont exploiter des dizaines, voire des centaines d'auxiliaires. Alors, les auxiliaires, c'est ce qu'on appelle des salariés non sociétaires et qui vont garder les bénéfices pour eux sans les partager avec le reste de l'entreprise. Pour la petite anecdote, Jean-Louis Favaron, le créateur des Charpentiers de Paris, on apprend dans l'interview dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il gagne 20% à lui tout seul des bénéfices. Un cinquième des bénéfices rien que pour lui. Alors, vous imaginez les dérives que ça peut supposer. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que progressivement, il va y avoir des nouveaux arrivants dans le mouvement qui vont commencer à contester tout ça. Il y a l'existence d'un, c'est dommage parce que j'ai même pas son prénom, mais d'un lanternier parisien, donc les gens qui allument les lanternes, à l'époque, l'électricité commence à être balbutiante, ou qui les fabrique, je me souviens plus. Qu'importe, et qui s'appelle Petit et qui commence à la fin du 19e, on le voit apparaître, contester cette ligne-là en disant on ne peut pas se contenter simplement de dire qu'on est ouvrier, il faut affirmer des principes plus forts, d'autant plus qu'au même moment, un autre entrepreneur extrêmement important qui s'appelle Henri Buisson, qui est le créateur de la banque coopérative, qui est le créateur de l'entreprise Le Travail, qui existe toujours, qui est une entreprise de peinture, décide de faire venir, de faire entrer dans le capital de sa coopérative un grand entrepreneur. Et ça choque tout le monde, et certains profitent de cette occasion pour dire il faut qu'on mette en place des principes communs. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de se dire qu'on est juste entre ouvriers pour se revendiquer du mouvement coopératif. Et c'est pourquoi intervient l'organisation du premier congrès en 1900. L'organisation du premier congrès, il s'inscrit, il s'organise à l'occasion en fait de l'exposition universelle de 1900. Donc c'est l'occasion de réunir tout le monde. Tout le monde vient pour l'exposition universelle et du coup c'est l'occasion d'organiser un congrès, mais aussi parce qu'il intervient à la suite d'un premier conflit extrêmement fort autour de cette ouverture du capital de l'entreprise de travail. On sent qu'on commence à avoir besoin de poser ensemble des principes, sauf que les organisations qui sont les organisations fondatrices et les plus puissantes économiquement et politiquement, elles refusent toute ingérence de la Chambre consultative dans leurs propres pratiques et
elles font voter à chaque fois des principes généraux au sein de la Chambre consultative, mais sans rétroactivité. Ce qui fait qu'elles perdurent avec leurs propres pratiques et elles imposent en fait aux nouvelles adhérentes des nouveaux principes qu'elles-mêmes ne s'appliquent pas. Et ça va être un gros problème puisqu'en fait, finalement, ces pratiques et cette diversité de pratiques et surtout ces pratiques tout à fait inégalitaires qui consistent à rester sur un sociétariat restreint sur un partage des bénéfices tout à fait aléatoire et voilà, et sur la démocratie ne vont pas du tout avoir lieu. Il va falloir attendre les années 70, dites-vous, hein, 70 pour qu'il y ait un gros combat politique de long terme mené par Antoine et Anthony, François Espagne, qui vont vraiment s'attaquer en fait à ces grands soucis avec des réactions souvent complexe de la part des grandes anciennes coopératives ouvrières de l'époque qui refusent d'ouvrir le sociétariat parce que pour elles, le sociétariat, ça répond à un entre-soi ouvrier de gens qualifiés et on ne peut pas ouvrir le sociétariat à n'importe qui. C'est presque un principe culturel plus qu'un principe économique d'une certaine manière. Et il va falloir tout ce travail politique très important mené par Antoine Antony à l'époque et François Espagne pour mettre un terme. Alors, il y avait la loi de 47 déjà, hein, mais la loi de 47 n'est pas respectée par les sociétés, les SCOP, pendant les 30 glorieuses. Il y a ce qu'on appelle l'existence du vote plural qui attribue plus de votes en fonction de son ancienneté. Donc, y compris quand vous étiez sociétaire, vous n'étiez pas égalitaire entre sociétaires. Bref, je conclus là-dessus. C'est une époque complètement différente. Le partage de bénéfices, on en parle vaguement. La démocratie, on n'en parle pas du tout. Et il va falloir attendre presque un siècle finalement pour qu'apparaissent des pratiques plus démocratiques et plus égalitaires. Bah, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maxime, pour ton propos introductif extrêmement riche, dense. J'espère qu'il n'a pas soufflé nos participants et qu'on aura de nombreuses questions et réponses parce qu'il y a beaucoup de choses que tu nous as racontées dans ton propos introductif. J'ouvre donc le temps d'échange. Nous sommes toujours enregistrés. Vous pouvez soit ouvrir votre micro pour poser une question ou faire une remarque, soit écrire la question dans la conversation et nous tâcherons d'y répondre, surtout Maxime. Je vous ai peut-être un petit peu envahi effectivement de notes et références sur le web dans la conversation. Euh, Ça aurait été bien impossible de tout parcourir tout en étant attentif à Maxime. C'est Non, bah, plus pour plus merci tard. pour ton accompagnement parce que c'est vrai que. Alors, bon, s'il y a il y a besoin de revenir sur des points sur lesquels je vais passer un peu vite, il n'y a pas de problème, hein. C'est vrai que en fait, ça va peut-être permettre de proposer des questions pendant que je continue un peu ma prise de parole. C'est une époque qu'on connaît très très mal en fait, cette Troisième République, ce moment, et c'est une époque qu'on connaît d'autant plus mal qu'elle est extrêmement complexe. Euh, le retour de la République, mais qui est dominé par des monarchistes, la Commune de Paris, l'arrivée progressive des républicains à la tête de l'État avec Léon Gambetta, hein, c'est les gouvernements de Léon Gambetta. Complexe et longue, absolument, tout à fait. Et qui donc peut conduire à avoir des difficultés. Moi, j'ai mis du temps à comprendre tout ce qui se passait. C'est pas du tout le même fonctionnement qu'aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin qu'on revienne sur certains épisodes, je veux bien y revenir. Y compris de contexte politique, parce que moi j'ai mis un petit moment aussi à comprendre les républicains, comment est-ce que ça se situe dans le champ politique de la Troisième République. Oui, Mais on a une le vote plural n'a-t-il pas été supprimé avant les question années 60? supprimée, 1970. Alors, il est officiellement supprimé, mais puisque la loi de 47 impose une personne, une voix, mais en réalité, il est contourné par une grande partie des scopes. Et c'est pourquoi, en fait, la loi de 178, elle réaffirme ce principe-là, puisqu'en fait, il est pas complètement appliqué, en fait, dans beaucoup de scopes de France, quoi.
C'est assez surprenant, moi aussi, hein. Il est réintroduit en 1953, si mes souvenirs sont bons. C'est-à-dire qu'il est supprimé de 46 à 53 et à 53, il est réintroduit. Alors, moi, je n'ai pas encore étudié dans le détail cette époque-là, mais je ne sais pas de quelle manière il est introduit, mais il est réintroduit, ça c'est certain, en 53. Et je vois que Propsys lève la main. À vous. Bonjour, ouais, c'est moi c'est Cyril du coup qui a C'est qui a Cyril une question Zarbel. de proxy. Voilà. Et en fait, c'est juste, ça m'intéresse ce contexte-là. C'est quoi au niveau des forces du mouvement, au moment où globalement les gens qui poussaient pour un homme, une voix et toutes Ouais. ces choses-là, Mhm. à ce moment-là, en gros, dans les forces en puissance, parce qu'on comprend bien que globalement, politiquement, c'est pas eux qui avaient le poids et pas le poids économique. Ils n'avaient pas grand-chose en fait en main. Et comment ils ont réussi en gros à faire basculer qu'on arrive sur un homme, une voix, alors que comme tu l'as expliqué avant, en gros, ils n'avaient aucune bille en main pour le faire. Je sais pas si Ouais, c'est ouais, là où si, j'arrive. si. Ils l'ont fait, mais en gros, comment il y a des personnes qui globalement étaient ni les plus puissants économiquement ni rien qui ont arrivé à le faire? Alors, ça c'est beaucoup plus tard. Donc, une personne, une voix, c'est 1947. Donc pendant un bon bout de temps, il y a des pratiques. Mais une fois de plus, alors je précise bien, hein, moi j'ai travaillé sur 1870, 1907, 1914, on va dire. Donc la période postérieure, je la connais par des lectures que j'ai pu avoir, par un peu un balayage des archives qui suivent en fait la période sur laquelle j'ai bossé, mais je parle avec un peu de prudence. En tout cas, moi, ce que j'en ai compris, c'est que en 47, c'est un socialiste qui décide de sauver la coopération et qui décide d'en imposer un certain nombre de principes. Pourquoi je dis sauver la coopération? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, la coopération, le nombre d'organisations coopératives sont du mauvais côté de la barrière, si j'ose dire. Hein, la CGSCOP en particulier, en tout cas la direction de la CGSCOP de l'époque, décide de collaborer avec Pétain. Et dans ce cadre-là, elle va donc faire des choses tout à fait inappropriées. Alors c'est ça qui est intéressant ça j'ai regardé un petit peu plus dans le détail. Et en fait, eux sont persuadés que Pétain va mettre en place une espèce de charte coopérative qui va permettre de développer la coopération de production en France. Et donc pendant des années, si j'ai bien compris, Pétain leur fait, euh, leur fait croire qu'il va mettre en place cette charte coopérative. Alors, je ne sais plus si ça s'appelait charte coopérative, je crois que je confonds avec charte du travail. La charte du travail est mise en place et la charte de coopérative ne sera jamais mise en place, tout simplement parce que en fait, c'est quelque chose qu'on oublie souvent avec cette période-là, c'est que c'est une catastrophe économique, le pétinisme. Alors, il y a le contexte de guerre, il y a tout ce que vous voulez, mais aussi c'est juste quelque chose qui est épouvantable d'un point de vue économique. Donc, à la sortie de la guerre, il y a vraiment, bah, les vainqueurs, ce sont les résistants, les vainqueurs, ce sont les communistes, c'est De Gaulle. C'est des gens qui ont pour objectif surtout de faire des réformes via l'État, via les nationalisations. Et certains se disent, bon, bah, il faut quand même qu'on sauve un ensemble d'instances de l'économie sociale. Les mutuelles sont dans le même pétrin que la coopération, hein. C'est vraiment l'économie sociale, en règle générale. Bah, le secteur associatif n'existe pas, ou très peu. Mais c'est vraiment les mutuelles et les coopératives, si je puis dire, qui sont un peu dans la sauce. Et c'est Paul Ramadier, qui décide de sauver un peu tout ce beau monde en mettant en place cette loi de 1947 qui va permettre en fait d'instaurer le une personne, une voix. Quelle est la manière en fait d'imposer cette revendication? Cyril, là, je ne pourrais pas te dire, parce que ça, je n'ai pas encore examiné vraiment cette période-là. En tout cas, ce qui est fait au sein de la CGSCOP, c'est qu'on a conscience d'un problème un peu démocratique. Alors, je vous invite dans le bouquin collectif qu'on a dirigé avec Timothée, on a un chapitre sur la création de la loi de 78, qui est vraiment très très bien fait et qui revient sur tout ça, sur cette période-là, et qui est très intéressant. Et ce qui est montré, alors déjà, c'est une période un peu différente. On commence un peu à s'intéresser à ces questions d'ordre démocratique. Euh, il y a un acteur, un intellectuel qui est assez important à ce moment-là, qui s'appelle Henri Desroches,
qui va participer à la CGScope en publiant régulièrement dans le journal de la CGScope un petit encart historique et qui réintroduit Philippe Buchet. Alors, Philippe Buchet, c'est le penseur, un penseur qui date des années 1830, qui va complètement être oublié par le mouvement coopératif jusqu'aux années 1960-1970. C'est Henri Desroches qui réintroduit la pensée de Philippe Buchet, qui est celle en fait de la loi de 78, avec la répartition des bénéfices entre les salariés et les réserves impartageables. L'idée d'entreprise perpétuelle avec ses réserves impartageables, ben ça c'est la pensée de Philippe Buchet qui date des années 1830. Et en fait, c'est à la faveur de ce travail, de cette revisite historique d'Henri Desroches, qu'on retrouve ces principes-là auxquels adhèrent Antoine Antony et surtout François Espagne. François Espagne qui est plutôt d'obédience catho-sociale, quoi, d'une certaine manière. Et alors, il y a des résistances très fortes dans les années 60-70 d'une grande partie des associations ouvrières. Après, je pense qu'il y a une conscience très forte que l'époque, elle change, surtout après 68, surtout après l'affaire LIP. Et on se dit, on ne peut pas rester en fait entre vieilles coopératives, pour le dire, industrielles et du bâtiment. Il faut aussi qu'on parle à toutes ces entreprises du service qui sont en train d'apparaître. C'est pour ça qu'on abaisse le seuil de création du nombre minimal d'adhérents pour créer une SCOP. On passe de 7 à 4 et puis ensuite on va passer à 2. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on voit bien aussi qu'il y a une espèce d'élan de plein de petits créateurs d'un ensemble de secteurs de services qui commencent à apparaître et qui vont vraiment pousser et exploser à partir des années 80, après l'élection de Mitterrand particulièrement. Voilà, j'espère que j'ai répondu autant que je pouvais à ta question, Cyril. Mais voilà, encore de nombreux chantiers pour comprendre toutes ces questions effectivement passionnantes. Merci Maxime. Et je vois que Michel Rancy lève la main. Oui, Je vous laisse, je me Michel. permets une toute petite intervention, puisqu'on a évoqué le nom d'Henri Desroches, rouennais, et très proche de Lyon en l'occurrence. Ce que l'évocation que je veux faire, c'est qu'il a aussi contribué à, au rapprochement entre le mouvement des communautés de travail, Bois-Mondon en Absolument. l'occurrence, et donc ça a aussi participé au mouvement que signale Maxime Tijoux. Voilà, juste ce petit propos Oui, sur. oui, oui, pardon, absolument. J'ai complètement oublié cet éléphant au milieu de la pièce. Alors, je ne sais pas si vous avez tous en tête ce que c'est que les communautés de travail. Il y a un autre chapitre dans le livre qu'on a coordonné avec Timothée, justement sur les communautés de travail, en particulier la communauté de Bois-Mondot. Les communautés de travail, c'est un ensemble d'entreprises qui sont créées à la fin de la guerre. Notamment par Marcel, j'ai oublié son nom. Marcel Barbu, Marcel Barbu, merci, Marcel à Barbu, Valence. à Valence, tout à fait, près de chez vous, et qui donc sont imprégnés de principes catho aussi, on peut le dire, hein, en grande Mhm. partie, mais qui sont un peu revisités et qui, pour le coup, vont défendre deux grands principes. Un principe d'efficacité dans la production, en intégrant des principes d'organisation du travail qui, pour partie, viennent des États-Unis, et ensuite des principes égalitaires. Alors, la communauté, on parle de communauté de travail parce que ce n'est pas simplement l'entreprise qui est concernée, c'est vraiment l'idée de reconstituer un ensemble de communautés auto-organisées, plus ou moins, euh, et qui attribuent tout un ensemble de principes et de tâches de façon collective. Ces communautés de travail, donc, vous comprenez bien, hein, sur des principes un peu différents des scopes de l'époque, mais progressivement vont intégrer la CGScope et bousculer aussi les organisations de l'époque en imposant progressivement leurs principes jusqu'à l'élection de l'un des leurs, si je puis dire, avec Yves Régis, qui, si mes souvenirs sont bons, est élu président de la CGScope en 1974. Et va rester un bon moment, au moins une bonne dizaine d'années, qui va être le continuateur en fait du projet d'Antoine Antony, d'une certaine manière, dans cette perspective de démocratiser l'entreprise et de l'ouvrir sur d'autres secteurs que le bâtiment et l'industrie. Merci beaucoup pour ce rappel, parce qu'effectivement, c'était très important de le signaler.
s'il y a des... Ah, je vois Jean-Claude Perron qui lève la main. Je vous en prie, Jean-Claude. Est-ce qu'on peut considérer que Marx faisait très peur aux radicaux de la fin du 19e siècle, puisque Marx, dans une instruction pour les délégués du Conseil central provisoire de l'Association internationale des travailleurs, donc l'AIT allait se réunir, on est en 1866, et les délégués demandent à Marx de se prononcer sur 9 points, notamment le travail coopératif. Et Marx écrit: nous reconnaissons le mouvement coopératif comme une des forces transformatrices de l'actuelle société, fondée sur l'antagonisme des classes. Son grand mérite est de montrer pratiquement que le système actuel de subordination du travail au capital, despotique et paupérisateur, peut être supplanté par le régime républicain et fécond de l'association de producteurs libres et égaux. Est-ce que la bataille qui était menée à la fin du 19e siècle avait un lien avec ce genre d'écrit? Alors, non. En fait, ce que montrent certaines historiennes comme Madeleine Rébériou, qui est une très grande historienne de la fin du 19e et du début du 20e, de cette époque-là, elle montre en fait que le marxisme pénètre très tardivement en fait le socialisme français. Son principal représentant, c'est Jules Guesde, mais en fait, c'est-à-dire dans la conception politique, c'est-à-dire avec une prise du pouvoir violente de l'État, la conquête, voilà, la conquête du pouvoir politique, etc., les nationalisations, le rejet en fait des sociétés coopératives, de l'associationnisme comme solution politique. Ce que montre Madeleine Rébériou, en fait, c'est qu'il y a plusieurs réticences, en fait, plusieurs obstacles qui s'opposent en fait à la diffusion de la pensée de Karl Marx à la fin du 19e. Le premier, c'est le fait qu'il soit allemand. Il ne faut pas oublier, en fait, il y a la guerre franco-prussienne quand même en 1870-71 qui laisse des traces très très fortes qui vont conduire à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, elle ne vient pas que d'un problème d'impérialisme, elle vient aussi d'une haine viscérale de la France à l'égard des Allemands. Et dans ce contexte-là, la pensée de Karl Marx, elle est vraiment reçue de façon très limitée, très approximative. Donc, Marx, il a une influence, on va commencer à peser, si je puis dire, très tardivement, vraiment fin 19e, début du 20e siècle, avec une réception qui est complètement, d'ailleurs, tiraillée, déformée, au gré, en fait, des perceptions politiques locales, quoi. Et y compris au sein du Parti ouvrier français, qui est donc ce qui pourrait être l'ancêtre du Parti communiste français, Madeleine Rébériou montre qu'en fonction des régions, parce qu'on n'est pas du tout dans une France centralisée, justement, ça va être tout le travail de la Troisième République, c'est d'avoir cette fonction centralisatrice, de façonner une identité nationale qui n'existe pas ou qui n'existe très très mal encore à cette époque-là. Voilà, tout le 14 juillet est instauré à ce moment-là. Tout un ensemble en fait de grands principes républicains, l'éducation libre, gratuite et laïque, libre, gratuite et obligatoire. Pourquoi elle est imposée? Aussi parce qu'on considère qu'il y a trop de disparités culturelles et que ces disparités culturelles, elle est favorable à la royauté. Donc on va essayer en fait de construire tout ça et d'homogénéiser tout ça. Ce qui fait que, que ce n'est pas encore le cas. Et elle montre en fait que le Parti ouvrier français, par exemple, n'est pas du tout le même entre le Nord, qui est sa base. Alors il y a le symbole de Roubaix, hein, où Jules Guesde a lui-même été, maire, et le sud de la France, où en fait c'est un réseau, voilà, c'est plutôt un public, une sociologie de petits entrepreneurs, et le responsable du Parti ouvrier français a un discours très très proche des républicains de l'époque, par exemple. Donc Marx, effectivement, a posteriori, on a l'impression qu'il a une incidence très forte. En réalité, c'est plus des collectivistes dont il est proche, hein, ceci dit. Hein. Jules Guesde est très très proche de Marx. Il est un peu son, son représentant, si je puis dire, dans l'Hexagone. Mais même Jules Guesde n'est pas nécessairement écouté, en fait. Hein. Il est très bruyant d'une certaine manière, mais tout ce qui est, si je puis dire, genèse de ce qui deviendra la gauche, de ce qui deviendra la SFIO en 1905, sont des partis complètement groupusculaires à l'époque. Hein. C'est vraiment, ça représente pas grand-chose. Alors progressivement,
avec la grève générale qui va s'imposer progressivement à la fin du 19e, ils vont commencer à gagner du poids. Mais ça reste quand même, en tout cas sur une époque, la nôtre, la chambre de la naissance de la chambre consultative, c'est des gens qui n'existent pas. Le problème, c'est que, y compris parmi des gens un peu plus réformés comme Jean Jaurès, la chambre consultative va être complètement détestée également. Jean Jaurès va avoir des propos très durs à l'égard de la chambre consultative pour une raison simple, c'est que parmi les soutiens politiques qui vont obtenir, il va avoir un homme politique qui s'appelle Paul Doumer. Alors très souvent, les hommes politiques qui vont les soutenir, il y a Alexandre Mitterrand, il y a donc Charles Floquet. Bon, Charles Floquet, ça va à peu près, il reste sur une ligne un peu socialiste, républicaine. Mais Alexandre Mitterrand, qui est un socialiste, il va dériver vers la droite, vers l'extrême droite. Et surtout, leur grand soutien, ça va être. Alors, ils vont avoir Léon Bourgeois aussi, mais qui va rester plutôt sur une ligne, on va dire, socialiste, républicaine socialiste aussi tout au long de sa vie. Mais surtout, leur plus grand soutien, ça va être Paul Doumer. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet homme politique. Paul Doumer, c'est un homme politique très particulier qui va avoir une ligne plutôt républicaine radicale en début de parcours politique et qui va finir sa vie en tant que président de la République, qui va se faire assassiner, notamment par un déséquilibré, mais qui va être vraiment l'incarnation de l'opportunisme en politique. Il va vraiment, et c'est quelqu'un qui va voter en faveur, si mes souvenirs sont bons, de la, comment dire, j'ai oublié le terme, de la défaite du gouvernement du bloc de gauche. Et à la suite de ça, Jean Jaurès va avoir une haine viscérale de Paul Doumer qui va être vraiment, et la chambre consultative va être vraiment associée à cette personne-là. À la suite des élections de 1905 ou de 1906, la gauche gagne les élections. Et à la suite de ça, il est comment dire, évoqué la création d'un parti coopératiste. Et ce parti coopératiste est attaqué par l'Humanité, qui est le journal à l'époque de Jean Jaurès, attaqué comme le parti de Paul Doumer. Et pour eux, c'est vraiment un personnage horrible, cynique et méprisable. Donc la Chambre consultative est déjà un peu attaquée sur ses pratiques en tant que coopérative, mais en plus s'associe à des personnalités politiques qui ne sont pas les plus reluisantes d'une certaine manière. Mais on comprend pourquoi elles soutiennent, elles sont proches de cette personne-là, elles le seront proches de cette personne-là jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est vraiment le soutien le politique le plus proche et qui s'investit le plus dans l'arène politique, dans l'arène législative pour défendre la chambre consultative des associations ouvrières de production. Donc ils sont un peu, voilà, ils sont très proches historiquement de cette personne-là. Et du coup, ils ont du mal à s'en défaire. Alors, je ne sais pas si j'étais très clair sur cette dernière partie, mais ce qui explique en fait un peu le rejet des forces socialistes à l'égard de la Chambre consultative pendant très longtemps. Très clair, merci beaucoup. Ça fera partie de... Voilà, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler dans mon mémoire original d'habilitation à diriger des recherches sur toute cette partie 1906. Voilà, sur la fin. Après, c'est le début de la routinisation, on va dire. Sur la fin de la construction. On a deux questions Ouais. pas faciles à répondre, en tout cas Vas-y. pas de manière concise, mais je te les donne. Vas-y. On a donc Thierry Chabrol de la Melting Coop, qui est un supermarché coopératif à Villeurbanne. Sur la fin du 19e siècle, n'y a-t-il pas un lien entre corporatisme et coopératisme qui aujourd'hui n'existe plus et renouvelle le concept de coopérative aujourd'hui? Alors, je te dis la deuxième, comme ça tu... Ouais. Et Vincent Berthet, qui a longtemps été administrateur à l'Union régionale dans la Loire, nous dit: Rébériou dit aussi que Marx était plus réticent sur les coopératives de travail du fait que les coopérateurs devaient posséder du capital pour s'y lancer. L'évolution du mouvement des coopératives de travail en France est-elle liée à ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays voisins? Par exemple, Rochdale. Ah, ok. Je vois qu'on a des fins connaisseurs, ça me permet d'avoir des précisions hyper sympas à pouvoir donner. Alors, première question, oui, effectivement, il y a un lien très très fort entre
corporation, esprit corporatiste et coopération. En fait, c'est ce que je montre dans mes travaux actuels, c'est qu'en fait, on assiste en fait à, si vous voulez, à une forme de continuité, de résurgence, de réminiscence, d'organisation corporative qui date de l'Ancien Régime. Avec la Révolution française, les corporations sont interdites parce qu'on considère qu'elles sont en fait des émanations de la royauté, et ce qui était le cas effectivement, et qu'il faut laisser la libre entreprise. On ne peut pas. C'est un peu que si vous. Alors, je fais une comparaison qui est vraiment pas terrible, vous m'en excuserez, mais c'est un peu comme avec l'Europe d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas privilégier certaines entreprises au bénéfice d'autres. Il faut laisser la libre concurrence s'exprimer. C'est ça la Révolution française d'un point de vue économique. Donc, les corporations sont abolies, elles sont interdites pendant très longtemps, et en fait, elles vont quand même perdurer. Les canus, c'est un petit peu ça d'une certaine manière, et elles vont ressurgir, en fait, si vous voulez, par l'existence de la Chambre consultative. Jean-Louis Favaron, je parle beaucoup des Charpentiers de Paris parce que je trouve que c'est une entreprise très emblématique de cette époque-là. Il vient d'une famille de compagnons du devoir euh, depuis plusieurs générations. Alors, dans le mémoire que je suis en train d'écrire, je reviens sur sa trajectoire, que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a un passionné des compagnons du devoir qui s'est amusé à faire des arbres généalogiques sur un site un peu obscur, mais qui m'a beaucoup servi, moi, pour justement avoir des données là-dessus. Et sur l'autre question, rappelle-moi s'il te plaît, Nicolas. Alors, Euh, l'autre question, alors il y avait, là, on a répondu à la question de corporatisme et mouvement coopératif, et ensuite c'était posséder du capital pour ah se oui, lancer. Rebellion dit que Marx était plus réticent sur les coopératives de travail, et l'évolution du mouvement des coopératives de travail en France est-elle liée à ce qui se passe ailleurs? Donc, c'est deux questions. ah oui, d'accord. Alors effectivement, Marx, il a très vite, alors, il a eu comment dire, une attitude un peu ambivalente à l'égard des coopératives, puisque si mes souvenirs sont bons, dans un premier temps, il dit que c'est une étape par laquelle il faut passer. C'est un peu une école en fait de la révolution, et que il est nécessaire, voilà, c'était des exemples qu'il faut embrasser, qui permettent en fait voilà, de former les ouvriers à la future révolution. Mais en même temps, il dit très vite que, et ça va être la position de Jules Guesde et des collectivistes pendant très longtemps, en fait, que ça transforme les ouvriers en patrons. Et effectivement, c'est ce que va donner un peu comme impression les associations ouvrières de production, et que ça les embourgeoise d'une certaine manière, et que ça les fait adopter les codes dominants contre lesquels en fait les révolutionnaires doivent combattre. Donc très très vite, la position de Marx, elle est de rejet. Ça fait partie de ce qu'il appelle la pensée des penseurs utopistes. Quand on parle d'utopie, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'a pas voulu le mettre dans le titre du bouquin collectif avec Timothée, c'est que les utopistes, c'est un terme péjoratif pour les marxistes et pour une grande partie des socialistes de la fin du 19e siècle. Eux, c'est le socialisme scientifique, c'est-à-dire on parle de choses sérieuses et on vise à transformer le réel, alors que les utopistes, eh ben, finalement, ce sont ces penseurs de l'époque qui n'ont voilà, que des idées vagues et, euh, et inefficaces d'un point de vue. Et l'association ouvrière est rejetée dans cette première phase, qui était une phase importante, mais une phase qu'il faut dépasser pour Marx et Engels en particulier. Je crois que c'est plus Engels que Marx d'ailleurs qui est très critique à l'égard des associations ouvrières de production. Et sur la deuxième question, notamment on pense à Rockdalp. Ce qui est marrant dans les archives, c'est que effectivement, les coopérateurs anglais vont avoir une importance considérable, parce qu'en fait, il y a un type qui s'appelle Victor Cox qui est invité au moment où la Chambre consultative est en train d'être en pleine réflexion. Il vient à l'occasion d'un congrès, je crois, ou d'une exposition, et les coopérateurs français sont très impressionnés par la coopération anglaise, qui est la coopération de consommation. Donc c'est tout à fait différent, mais les volumes, il leur parle de millions de livres, des milliers d'adhérents dans les coopératives de consommation, et ça va beaucoup, beaucoup impressionner, et ils se disent, notre rêve est possible. Regardez, les Anglais sont en train de le faire. L'année suivante, ils sont invités en Angleterre pour participer au congrès de la coopération anglaise, mais à la suite de ce voyage-là, ils se disent, OK, c'est sympa ce qu'ils font, mais c'est pas nous ce qu'on veut faire. Et là, en fait, la coopération anglaise va avoir un effet sur
ça rend possible, ça rend crédible le fait que la coopération puisse exister, mais ça met de côté la coopération de consommation pour les entrepreneurs français, si je puis dire, pour les coopérateurs français de production. Ils ne veulent pas du tout, ils se disent, et très vite, en fait, le lien s'interrompt avec la coopération anglaise, en tout cas du côté de la chambre consultative. Je vois que là, il leur passe, donc du coup, je ne vais pas développer plus. Oui, voilà. Merci beaucoup, Maxime. Je pense qu'on pourra encore de longs échanges pour que tu nous fasses des précisions à la fois liées au mouvement coopératif, à la fois au contexte historique dans lequel, à chaque fois, chacune de ces étapes forcément s'insère avec différents acteurs politiques, économiques. Et puis surtout les lois qui ont lourdement influencé la manière dont le mouvement en fait s'est développé et s'est structuré aussi bien en interne pour chaque coopérative que pour le mouvement lui-même. J'en viens donc à la conclusion. D'abord, merci beaucoup pour cette profusion d'informations que tu arrives à nous livrer de par ton travail. Euh, L'entreprise de demain existe pas. Pardon, l'entreprise de demain existe depuis hier. Donc c'est un livre, je le représente encore une fois ici, qui est disponible à la vente, hein, acheté dans votre meilleure librairie coopérative proche de chez vous. Il est à 25 €. Il sera présenté par la CGScope le 21 mai prochain. Je vous en mets le lien là encore dans la description. Et vous recevrez pour ce qui est de l'Union régionale des scopes, une invitation officielle dans les prochains jours, mais je vous le donne en amont. On a la date et le lieu de l'Assemblée générale de l'Union régionale des scopes Auvergne-Rhône-Alpes cette année, c'est le 25 juin au château de Montolivet, dans le nord de l'Isère. Le mois prochain, on vous présente dans les Midis de l'UR un prochain thème qui, pour ceux et celles qui aiment apprendre, vous attirera certainement, ça sera l'offre de formation de l'URSCOP. On vous présente dans le détail tout ce que on propose pour que les coopérateurs et coopératrices puissent progresser dans leur double qualité et dans d'autres aspects. Voilà, j'en dis pas plus. Merci encore Maxime. Merci à tous Merci et à toutes pour vous. vos questions et votre attention aujourd'hui. Et puis je vous dis au mois prochain pour le Midi du UR du mois de mai. Bon après-midi à tous et toutes.